Ce que je vois, c'est que je suis imprégné d'un certain nombre de philosophes, de sociologues, de prospectivistes, tu vois, comme Rifkin, comme Michel Cantu, comme Attali, qui a beaucoup réfléchi sur la modernité, que MacGregor, que Morin, évidemment, avec les savoirs, que la petite équipe, là, il y a Boris Cyrbeck, tu connais, et son ami Lamry sur les compétences du XXIe siècle, enfin, etc. Tu vois. Bon. Donc, il y a un passage du XXe au XXIe. Et de même qu'il y a eu un choc entre le XIXe et le XXe, il y a à mon avis un choc entre le XXe et le XXIe, et je vais éviter les banalités, mais si tu veux, je crois que on ne mesure pas encore l'impact de tout ce qui est du côté évidemment d'Internet et du digital, qui est en train de faire une transformation avec deux extrêmes, c'est-à-dire d'un côté une option absolument nouvelle pour chaque individu d'être dans une conscience mondiale, tu vois, World Awareness, tu vois, c'est vraiment l'idée, c'est avec ton ordinateur, t'es bon. En 20 ans, le gars, comme le dit Michel Serres, qui a dans son portable plus d'informations que Bush la veille à 20 ans dans le bureau ovale, quoi. Donc si tu veux, il y a un potentiel offert à l'individu de connaissance, de contact et de conscience. Et de l'autre côté, donc une émergence, si tu veux, du besoin de chacun de s'exprimer, de trouver du sens pour sa vie, etc. Puis de l'autre côté, des éléments qui peuvent être très aliénants, comme les GAFA, etc., et Amazon, et tout ça, enfin, finalement, qui contrôlent le monde encore plus, et qui pourraient être du côté d'Orwell, quoi. Tu vois, bon. Donc il y a cette tendance-là, et cette tendance-là amène à ce que, au niveau individuel comme au niveau sociétal, au niveau national, international, on ait un carrefour de plusieurs modernités, tu vois. Soit, alors on parle bien sûr de la postmodernité, mais qui n'est pas grand-chose, si ce n'est une mise en dérision de la modernité passée, des Lumières, du rationnel, même du marché, tout ça, qui tourne en dérision, tout ça, et puis qui débouche sur de la anormalité, c'est-à-dire pas de modernité du tout, amodernité, comme dit Attali, ou bien alors on part sur l'hypermodernité, le transhumanisme, etc. Et puis toutes les réactions rétro, ethno, théomodernité avec les religions, etc. Donc là, je pense que tout le monde est dans une grande confusion par rapport à ça. Mais ce qui se révèle, moi, à travers ça, c'est une révolution anthropologique. C'est-à-dire que, tout particulièrement dans le monde du travail, on ne peut plus fonctionner de la même façon. Hein. Quand je dis on, c'est les dirigeants, c'est même le monde de la finance, etc. Il y a une crise du sens, alors on l'a vu apparaître quand même de façon massive avec les gilets jaunes, etc. Bon. Et en face de ça, à peu près personne n'a de solution. Les politiques se trouvent également débordés, etc. Alors si on arrive au niveau des entreprises, moi ça fait 40 ans, notamment comme tu le sais avec des personnes comme Bertrand Martin ou d'autres, avec cette idée qu'il y avait l'économique et l'humain. Et puis déjà on s'est rendu compte que pour qu'il y ait l'économique, il fallait prendre en compte l'humain. Hein, moi, depuis 1975, je travaille avec l'Organization Development, avec cette idée que l'entreprise est une communauté humaine avant tout. Bon, enfin, c'est aussi un ensemble juridique, organisationnel, etc., bien sûr, mais financier. Mais l'important, c'est la poule, quoi. C'est pas les œufs d'or que produisent le système, c'est vraiment la fécondité de la poule. Et donc, l'idée, c'est de prendre en compte l'humain parce que l'économique sera fait par l'humain et pour l'humain. Donc ça, c'est déjà depuis 30-40 ans. Maintenant, ce qui est apparu depuis une bonne dizaine d'années, c'est les 3 P. C'est Profit, People, Planet. C'est-à-dire que la planète devient au moins autant partie prenante de l'enjeu humain. Bon. Et donc cette transformation-là fait qu'on n'a pas encore vraiment les solutions et que les pauvres membres de l'entreprise, notamment les dirigeants que j'accompagne, notamment, je travaille avec un grand patron qui n'est pas en bourse, lui. Hein, bon, donc,
Et les autres, ils sont dans le profit warning. Donc ils sont prisonniers des 15% de résultats qu'ils doivent faire. Sans ça, ils sont virés, quoi. Donc ils sont obligés d'être sauvages. Sans ça, ils n'existent plus, quoi. Comment se libérer de ça? Et pour se libérer de ça, il y a vraiment cet enjeu de l'intelligence collective. Alors pour moi, c'est pas un truc qui sort du chapeau, puisque en 2002, j'avais commencé à écrire là-dessus, le premier livre en France. Mais maintenant, ça devient une préoccupation de tous les dirigeants. Je peux te le dire, de ceux avec qui je travaille. Enfin, tu vois, comment faire que mon top 100 et que toute mon entreprise, finalement, soit en cohérence avec le sens. Donc se trouve actuellement une crise du sens, alors là, Frankl, renforcée par la pandémie, puisque la pandémie oblige à rencontrer la triade tragique. Finitude, on est tout proche de la mort, nos proches sont presque morts, ou pas, hein. Du coup, souffrance, terrible, avec des pressions, etc. Enfin, grave, ce qui se passe enfin. Et puis, une forme de culpabilité qui est plutôt... J'aime pas trop le terme de Frankl, mais je trouve que je comprends, c'est-à-dire le besoin de se dépasser, c'est-à-dire on n'est pas à la hauteur de ce qu'on devrait être. Donc, bon, voilà. Et du coup, derrière ça, émerge une anthropologie nouvelle. Alors, je prendrais la triade existentielle, si tu veux, conscience, liberté, responsabilité. Frankl disait ces choses magnifiques. Aux Américains, vous avez construit la statue de liberté à l'ouest, vous avez un continent à traverser pour construire à l'est la statue de la responsabilité. Donc, ce qu'il dit aux Américains, en fait, il l'a dit il y a 30 ans, mais c'est à tout le monde. Tout le monde est là, tu vois, conscience, etc. Et du coup, il y a une émergence de la conscience, et c'est là où les méditants et ceux qui sont attentifs à justement cette intériorité, si tu veux, sont absolument nécessaires. Bon. Et puis, il y a, du coup, l'autre de la triade existentielle, c'est-à-dire la liberté, une certaine liberté de la volonté, une volonté de sens, et de trouver du sens à sa vie. Alors ça, c'est vrai dans la vie professionnelle de la personne, comme pour les responsables d'entreprise. Comment concilier un certain sens de l'entreprise qui ne soit pas fragmenté, qui ne fragmente pas les personnes entre leurs propres aspirations. Voilà. Et donc, nous travaillons, et c'est là où le coaching, notamment, en fait, coaching, bien sûr, je suis coaching, mais disons, les métiers de la relation d'aide, et le coaching est co-substantiel avec la formation, le conseil, la thérapie, etc. Le management, on peut dire d'une certaine façon, dans la mesure où il peut être justement, ne pas être enfermé dans la performance de l'entreprise à tout prix, dans l'immanence, tu vois, mais dans une forme de transcendance. Donc de permettre à la personne de développer du sens. Pour revenir à ce que je disais au début, l'anthropologie qui émerge pour moi d'une façon évidente et massive, et que certains méditants valorisent plus particulièrement, ou sur lequel ils focalisent, c'est ce que Scheller a très bien transmis à Frankl, c'est-à-dire l'ontologie dimensionnelle. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas que psychosomatique, il a une dimension noétique, il est esprit. Il n'est pas que corps et âme, il est esprit. Et c'est ça la dimension spirituelle de l'être humain. Qu'il soit croyant ou pas, religion, non, c'est pas la question. Même si c'est un athée militant, il y a une dimension spirituelle. Tu vois. Et c'est ça qui émerge de plus en plus et qui s'exprime par une recherche de sens pour la personne. Quel est le sens de sa vie? Quel est le sens de son travail? Est-ce que je taille une pierre ou est-ce que je construis une cathédrale? Enfin, c'est la question de tout le monde, quoi. Voilà. Alors nous, notre métier, enfin c'est pour ça que ça a tellement de sens pour moi dans ma vie, c'est de contribuer à cette émergence de la conscience et d'un processus transformationnel de la personne. Pas pour rien que j'ai appelé société transformante, c'est que les personnes sortent de ce pandéterminisme dans lequel ils sont enfermés par leur scénario psychologique, par la culture, par la pression sociale, par le besoin de survivre à des résultats, etc. Et les conditions que je viens d'évoquer pour commencer à remettre ça en cause. Et la pandémie accélère le processus d'une façon à la fois soft, parce que c'est mieux qu'une guerre nucléaire ou des affrontements violents, mais il y a quand même 3 ou 4 milliards de personnes qui commencent à se poser quelques questions par rapport à la finitude, par rapport à la mort, par rapport, etc. Donc ça renvoie les personnes à une problématique
comment dirais-je, du paradoxe identitaire majeur, que faire en face de la mort et donner du sens à ce que je vis, quoi, voilà. Alors ceci indépendamment des religions. Alors moi qui suis chrétien et très engagé spirituellement, évidemment j'ai tendance à y voir l'écho des grands récits, que ce soit le déluge, que ce soit Noé, que ce soit Ninive, Jonas disant attention, etc., ou que ce soit Job, ou que ce soit... Bon. Mais je pense qu'il y a un rappel profond à passer d'une logique matérialiste, disons, centrée sur une immanence, tu vois, et d'accueillir une forme de transcendance qui peut être une auto-transcendance, puisque les personnes vont se constituer des valeurs, vont se dire, mais moi, j'ai une parole, j'ai la vie en moi, alors merci Bergson, l'élan vital que j'accueille, tu vois, une auto-transcendance, mais ça peut être aussi une hétéro-transcendance, c'est-à-dire accueillir une révélation. Enfin, alors pour moi qui suis chrétien, est-ce qui compte c'est ma santé ou est-ce que c'est le salut, Est-ce que je suis un philosophe, un sage, ou est-ce que je suis dans la logique de l'apophatisme ou de l'hypostase, c'est-à-dire d'accéder à cette dimension humano-divine, enfin, tu vois, qui est profondément à quoi nous invite la religion. Donc voilà ce que j'ai à dire sur le sujet.